Les présidents directeurs généraux des compagnies aériennes de l'espace CEDEAO se concertent ici à Bamako. Une première réunion qui vise à améliorer la desserte aérienne entre les capitales des États membres de la CEDEAO. Pendant ce temps, les experts du secteur agricole, eux, pensent à mieux développer l'agriculture en Afrique de l'Ouest. Ces assises de 2 jours doivent aboutir aux voies et moyens adéquats pour une meilleure exploitation du potentiel agricole du continent. La fin de la 2e édition du festival Kalankadi, marquée par une exposition photo à la médiathèque de Médina Koura, intitulée Esprit de la paix. Cette collection de dessins invite les visiteurs à réfléchir sur les conséquences de la guerre. Bonsoir à tous et bienvenue à ce point complet de l'actualité. La première réunion de coordination des présidents directeurs généraux des compagnies aériennes de l'espace CEDEAO se tient ici à Bamako. Depuis ce matin, cette réunion vise à améliorer la desserte aérienne entre les capitales des États membres de la CEDEAO. Elle espère voir effective la libre circulation des personnes et de leurs biens en Afrique de l'Ouest qui constitue une priorité régionale. Daouda Sidiki Diarra. Depuis la disparition de certaines compagnies, le transport aérien est actuellement confronté à d'énormes difficultés, entre autres l'insuffisance de liaisons aériennes, la faiblesse des compagnies face à la concurrence. C'est pourquoi il a été recommandé par les chefs d'État de la CEDEAO au cours de leur 36e session qui s'est tenue en 2009 à Abuja d'instituer une réunion des directeurs généraux et des dirigeants des compagnies. L'objectif est d'améliorer la desserte aérienne entre les capitales des États membres de la CEDEAO. C'est ce qui justifie cette première réunion de Bamako. Ce cadre institutionnel est une urgence au regard des contraintes qui pèsent sur le développement du transport aérien dans la région. La recommandation des chefs d'État et de gouvernement a été suivie de la résolution numéro 3 relative à la viabilité de l'industrie du transport aérien dans notre région, adoptée lors de la réunion des ministres en charge des transports et des présidents directeurs généraux des compagnies aériennes le 25 octobre 2011 à Accra, au Ghana. Les thèmes inscrits à l'ordre du jour de la présente réunion permettront, j'en suis sûr, de favoriser la coordination et l'harmonisation entre vos compagnies aériennes afin de pouvoir répondre efficacement à l'attente de nos chefs d'État et de gouvernement, mais plus largement à l'attente des populations de notre espace. Selon le directeur d'Air Mali, pendant que le trafic mondial est en croissance de 5,5%, celui de l'Afrique en particulier régresse de 3,6%. Pour lui, le transport aérien doit être l'une des forces motrices du développement socio-économique des États de la CEDEAO. À travers cette rencontre, il est désormais question de s'engager à créer au sein de la CEDEAO un environnement propice au développement d'un transport aérien efficace, ouvert sur le monde extérieur et à un coût abordable. Les travaux de l'atelier régional sur la transition vers le numérique se poursuivent. Il est question au cours de cet atelier de réfléchir sur les voies et moyens visant à mettre au même niveau de réalisation, c'est-à-dire l'accès au numérique d'ici juin 2015 pour les radios et télévisions en Afrique. Pour en savoir davantage, notre reporter Mohamed Doumbia a approché François Rancy, qui est le directeur du bureau des radiocommunications basé à Genève, en Suisse. Suivons cet entretien. Actuellement, on parle beaucoup du développement des radiocommunications mobiles, en particulier l'usage des smartphones est en train de provoquer une explosion de la demande en capacité sur les réseaux. Et pour faire face à cette explosion, il faut trouver des fréquences, puisque les radiocommunications utilisent des fréquences. Et les fréquences qui sont recherchées en priorité aujourd'hui sont les fréquences qui sont actuellement attribuées à la diffusion de télévision, mais qui dans beaucoup de pays sont relativement peu utilisées. Alors ces fréquences ont fait l'objet d'accords internationaux en 2006 et le travail que nous faisons cette semaine, c'est de revoir ces accords pour faire en sorte qu'une partie de ces fréquences puisse être utilisée par le service mobile sans pour autant compromettre les possibilités de développement pour la diffusion de télévision. Les pays n'ont pas les mêmes capacités. Est-ce que c'est dire qu'effectivement, en 2015, tout le monde pourra aller vers la transition? Alors l'objectif, effectivement, qui avait fait l'objet d'un accord à la conférence de 2006 sur cette question, était que en juin 2015, l'analogique n'était plus utilisé.
Nous sommes donc à presque 3 ans, un peu plus de 3 ans de cette échéance, et une des raisons pour lesquelles bien sûr nous réunissons aujourd'hui à Bamako, c'est de faire en sorte que cette date soit atteinte, ce qui suppose qu'auparavant la télévision numérique ait été déployée, puisque on ne peut pas arrêter l'analogique sans avoir mis en service le numérique. Les autorités traditionnelles à l'école des institutions de la République, ces assises du district de Bamako pour le partage de la connaissance des institutions démarrées se sont achevées aujourd'hui à la dette publique. Y ont pris part les représentants des 68 quartiers de Bamako. Il s'agissait donc de faire des chefs coutumiers les acteurs de la démocratie préventive. Plusieurs recommandations ont été formulées à la fin des travaux. Le compte rendu avec Djemba Moussa Konati. Ils étaient plus d'une centaine de participants à prendre part à ces assises du district de Bamako sur la connaissance des institutions de la République. Cette rencontre de 48 heures avait pour objectif de renforcer les capacités des chefs de quartier et autorités traditionnelles du rôle qu'ils doivent jouer en matière d'élection. Cette formation visait également à porter à la connaissance des autorités traditionnelles les attributions traditionnelles, démocratiques et républicaines des chefs de quartier. Le rôle de recouvrement et de mobilisation des ressources internes des collectivités territoriales en prêtant son concours aux agents de l'administration. Également, le règlement des conflits de la famille, aux institutions nationales à la fonction et au pouvoir de médiation et de conciliation en matière coutumière, civile et commerciale. Le ministre en charge du département des relations avec les institutions estime que ces échanges devront contribuer à relever le taux de participation des populations aux élections. On rentre tout de suite dans la révision constitutionnelle. Il faut qu'ils sachent ce que c'est que la Constitution et qu'est-ce que cela contient et quelles sont les innovations que nous avons apportées pour qu'il y ait cette révision constitutionnelle. La loi électorale, il faut qu'ils le connaissent parce que Bamako ne vote pas. Souvent des taux de participation de moins de 15%. Alors, comment relever le taux de participation à Bamako? Nous pensons que les chefs de quartier constituent un jugement important sur lequel le gouvernement doit s'appuyer pour qu'ils puissent savoir ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils doivent faire pour aider le gouvernement à avoir des élections où il y aura des taux de participation suffisamment élevés. À la fin des travaux, les participants ont recommandé, entre autres, la révision du mode de désignation des conseillers, des chefs de village et de quartier, l'implication des chefs de quartier dans la mobilisation des ressources. Ces recommandations serviront de feuille de route pour les assises nationales sur les institutions de la République prévues les 30 et 31 mars prochains à Bamako. Le ministre de la Sécurité intérieure et de la Protection civile vient d'entamer une série de visites dans les services relevant de son département, une occasion pour Nathie Plia de constater les conditions de travail des agents et de véhiculer des messages par rapport à la situation sécuritaire dans nos villes et campagnes. Visite suivie par Mamour Sidibé. Face à l'insécurité routière et à la recrudescence du banditisme dans nos villes et campagnes, le ministre de la Sécurité intérieure et de la Protection civile a entrepris une série de visites dans les services centraux relevant de son département. Il s'agit de la direction de la gendarmerie, de l'état-major de la garde nationale, de la protection civile, de la direction générale de la police nationale, de l'office central des stupéfiants, de la direction des ressources humaines et de l'inspection des services de sécurité et de la protection civile. Dans tous ces services, Nathie Plia a insisté sur l'implication de tous pour relever le défi contre l'insécurité de plus en plus grandissante. Ces défis ont pour nom le banditisme récurrent, la grande criminalité dans les centres urbains et en campagne, l'insécurité routière, le trafic illicite des stupéfiants, la gestion des ressources humaines du département et tout naturellement les mesures sécuritaires à prendre en prévision des futures échéances électorales. S'agissant du banditisme et de la criminalité, nous avons engagé nos collaborateurs à poursuivre les actions déjà engagées, à les consolider, cela en exécution des instructions permanentes de son Excellence Monsieur le Président de la République. Et nous avons prescrit en la matière des contrôles rigoureux sur les axes routiers pour prévenir les dérapages éventuels. Le ministre a cependant félicité le personnel pour quelques performances obtenues sans grands moyens. En ce qui concerne les ressources humaines,
nous avons invité à une gestion rationnelle des ressources humaines au niveau de tous les services du département afin que l'on puisse obtenir des résultats probants. Et relativement aux mesures sécuritaires, en prévision des futures échéances électorales, nous avons invité à une réflexion approfondie qui prenne en compte tout naturellement les spécificités du district de Bamako et celles de chacune de nos circonscriptions administratives. Concernant la discipline qui est la force d'une armée, le ministre ajoutera qu'il faut désormais récompenser les mérites et sanctionner les fautes. Selon Pléa, il faut un changement qualitatif de comportement des uns et des autres. Parlant de sécurité, le Haut Conseil des collectivités apporte son soutien financier et moral à l'armée malienne. Une aide financière de plus d'1 million de francs CFA a été remise par le Haut Conseil. Occasion donc pour le président Oumar Ag Mohamed Ibrahim Aïdara d'exhorter les collectivités à manifester leur solidarité envers nos forces armées et de sécurité. Alpha Maïga nous donne les détails. Dans quelques jours, plus précisément le 25 mars prochain, il sera procédé à la mise en place des conseillers nationaux, ce qui va aboutir au renouvellement du Haut Conseil des collectivités. En attendant, le bureau sortant apporte ainsi son soutien aux forces armées et de sécurité. Plus d'1 million de francs CFA, c'est le montant collecté auprès de l'ensemble des travailleurs. Depuis le début des hostilités jusqu'ici, nous n'avons pas entendu, nous, élus des collectivités, des citoyens qui ont été inquiétés, malmenés, privés de leurs droits par l'armée malienne. Donc vraiment, c'est un témoignage qu'on a une armée républicaine. Aujourd'hui, nous sommes fiers. Il y a une communion de l'ensemble, de toutes tribus confondues, toutes ethnies confondues, pour soutenir les forces armées, pour la défense de l'intégrité du territoire. Le Haut Conseil des collectivités, c'est 703 communes dans 49 cercles repartis dans les 8 régions du Mali et le district de Bamako. Au geste de solidarité du Haut Conseil s'ajoute celui de plusieurs associations et individus qui se sont rendus au ministère de la Défense et des anciens combattants pour apporter leur soutien à l'armée malienne. Ces dons remis à la commission de réception constituent un acte de dévouement de la part de ces citoyens qui espèrent sur la restauration de la paix au Mali. Commentaire Mariam Sagara. 20 tonnes de mil, 1 tonne de riz et 1 million de francs CFA, ce sont là les dons du vieux marabout Filimadi Aïdara de Bakodjikoroni. Ces dons ont été reçus au domicile du dit marabout par la commission chargée de la réception. Il a ensuite fait des bénédictions pour le retour de la paix au Mali. وتا دمن بخوفي خافيرك غهينا في سبيل الله قادي أذى ما خادا كذا ما بخهيني لا قدو فذاك منو بنا أكيد قبل النور قدو فرا قبل النور خا يخوف دا أذى وتلاقوا السبتي يدينو أذى وتلاقي السبتي بدو كذا في سبيل الله أذى خما كذا خما ودي أذى سجو أرسجو. Les représentants des ressortissants du Nord ont aussi remis 1 million de francs CFA à l'armée pour les combattants et victimes des conflits. Quant à l'association Faso Iriwaton, un collectif des vendeurs de moutons, elle a remis 500 000 francs CFA en guise de contribution. À ces donateurs s'ajoutent des citoyens qui, avec l'enthousiasme et l'amour qu'ils ont pour leur patrie, ont remis individuellement des sommes symboliques pour aider l'armée et ses hommes dans leur mission de sauvegarde de la nation. Et puis, l'amicale des anciens militants et sympathisants de l'UNEM suit avec intérêt la situation au Nord Mali, exprime toute sa solidarité à la patrie, informe par ailleurs ses militants et sympathisants qu'ils sont invités à prendre part à la cérémonie de don de sang, à la marche funèbre et au dépôt de gerbes de fleurs retenues pour la journée du 17 mars 2012 et placées sous la présidence d'honneur de Madame le Premier ministre chef du gouvernement.
La réunion ad hoc d'experts du secteur agricole s'est ouverte ce matin au CICB. Elle porte sur la promotion de l'approche par la chaîne de valeur dans le développement de l'agriculture en Afrique de l'Ouest. Organisée par la Commission économique du Bureau sous-régional pour l'Afrique de l'Ouest, la rencontre de 2 jours a pour but de trouver les voies et moyens adéquats pour une meilleure exploitation du potentiel agricole du continent. Le point avec Salima Tandao. Relancer durablement le développement du secteur agricole en Afrique constitue un défi majeur que ces experts ici présents veulent relever. Mais comment procéder? Bien sûr, en se concertant et en proposant des stratégies concrètes qui pourront créer plus de richesses dans le secteur agricole et contribuer considérablement à réduire la pauvreté. Les participants de cette réunion sur-régionale veulent changer les donnes à travers le développement des chaînes de valeur sur les produits stratégiques. Il s'agit, depuis la production jusqu'à la commercialisation, de voir tous les segments de partage des richesses dans la production, dans le produit, de manière à essayer d'organiser les paysans à ce qu'ils tirent le maximum d'avantages par rapport aux marges bénéficiaires qui s'étendent sur tout le long de la filière. Partout dans le monde, la croissance agricole contribue largement à la croissance globale de revenus en milieu rural où vit et travaille la majeure partie des plus vulnérables. Selon les participants, en Afrique, ce secteur serait plus rentable s'il était mieux exploité. Nous devons augmenter les rendements de la production et de la productivité dans le milieu rural en procurant un meilleur encadrement aux filières agricoles et à leurs acteurs. Nous devons également promouvoir une meilleure accessibilité des produits des champs au marché, tant régional qu'international, et l'émergence d'un secteur privé dynamique opérant dans l'agro-industrie et susceptible de créer la richesse et des emplois. Et ceci est désormais la solution incontournable pour nous. Les experts vont durant 2 jours identifier les expériences réussies de chaînes de valeur en Afrique et dans le reste du monde qui pourraient être reproduites par les pays de la sous-région dans le but d'accélérer leur développement agricole. Dans le même chapitre, le Salon international de l'agriculture de Bamako-Siagri sera lancé samedi prochain au Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ. Pour en parler, ses initiateurs étaient face à la presse cet après-midi. Cette 4e édition va accueillir les participants de 17 pays en plus de ceux du Mali. Et cette année, l'accent sera mis sur la transformation de nos produits agricoles. Pour rappel, c'est l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali qui organise ce salon. La conférence de presse sur le Siagri 2012 avec Aïssata Ibrahim Maïga. Le Salon international de l'agriculture de Bamako-Siagri s'impose comme le rendez-vous économique le plus important de l'année dans le domaine des matériels et produits de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage. Pour cette édition, 17 pays invités plus le Mali seront repartis entre 200 stands. Tout chose, il y a un impact. Les salons passés, on a trouvé beaucoup d'impact parce que les acteurs même ont compris que le salon c'est important pour leur production et leur transformation et leur vente. Ce salon international de l'agriculture est également une vitrine de vulgarisation des nouvelles technologies de production et de transformation des matières premières agroalimentaires. Pour cause, le Siagri 2012 mise sur la transformation des produits agricoles. Aussi, tout a été mis en œuvre pour susciter l'envie d'y aller. Cette année, on souhaiterait que tous les produits produits au Mali seront là et tous les produits transformés seront là. Le concours des animaux, c'est nouveau. L'année passée, on a répété seulement, mais ce n'est pas dans les normes. Mais cette année, ça ne sera dans les normes. On a fait un milieu de jeu que les enfants seront là-bas pour s'amuser et avant que Madame finisse de visiter. Pour cette édition du Siagri, la Commission n'a pas lésiné sur les moyens. Ainsi, plus de 250 millions de francs CFA, dont 98 millions de contributions de l'État ont été mobilisés. La volonté étant d'en faire une plateforme d'expression et de promotion des produits et services agricoles, agroalimentaires et agro-industriels. Le Salon international de l'agriculture de Bamako, c'est du 17 au 24 mars au Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ de Bamako.
Un rendez-vous qui s'annonce promoteur. Conseil de perfectionnement du centre de formation pratique en élevage. C'était ce matin. Il s'agit pour donc les conseillers de faire le point des acquis du centre, l'état d'exécution des réformes en cours ainsi que les défis à relever pour l'année 2012. Les travaux étaient présidés par le ministre de l'élevage et de la pêche, Dr Bokari Trita. Nyanya Alou Traoré a suivi la rencontre. Son compte rendu. L'élevage au Mali reste l'un des secteurs clés de l'économie nationale. Son développement, voire son perfectionnement, est capital pour faire face aux défis de notre siècle. C'est fort de cela que le centre de formation pratique en élevage a tenu son conseil de perfectionnement, une occasion de comptabiliser les acquis. Le conseil de perfectionnement est l'organe de pilotage du centre de formation pratique en élevage. L'objectif, c'est de nous orienter, parce qu'après 4 années d'application des programmes, nous avons des insuffisances à corriger et nous ne pouvons pas les entreprendre à notre niveau seulement sans les soumettre au conseil de perfectionnement qui en principe doit nous donner les quitus pour les prendre en charge, les incorporer dans le programme. Les programmes de formation du centre sont basés sur les disciplines zootechniques et vétérinaires. Les études sont sanctionnées par le certificat d'aptitude professionnelle en élevage. Et aujourd'hui, de nouvelles orientations régissent la vue du centre afin de mieux l'adapter aux différentes attentes du marché. Les nouvelles orientations du CFPE ont eu pour objectif majeur d'apporter des solutions à un certain nombre de problèmes. Il me plaît de vous signaler qu'à ce jour, les missions assignées dans cette perspective ont eu leur aboutissement. Et pour ce faire, le cycle de 3 ans de formation initialement prévu pour les agents techniques a été ramené à 2 ans. Un cycle de formation de 4 ans a été créé pour la formation des techniciens en élevage. La formation des formateurs a été redynamisée. Le centre de formation pratique en élevage est situé à Sotuba. Il recrute sur concours les élèves titulaires du diplôme d'études fondamentales et le centre a une capacité annuelle d'accueil de 60 élèves. Les responsables et sympathisants de l'Union des associations et des coordinations d'associations pour le développement et la défense des droits des démunis manifestent leur mécontentement face à la spéculation foncière dont ils sont victimes dans plusieurs localités du Mali. Ils ont organisé ce matin une marche pacifique partie de la bourse de travail. La marche s'est achevée à la primature où une déclaration a été remise au ministre de l'Environnement et de l'Assainissement, Tchemoko Sangaré, représentant le chef du gouvernement. Nando Dambele nous explique. Marcheurs ont pris très tôt d'assaut la bourse du travail d'où ils sont partis pour la cité administrative. Là, ils ont été reçus par le ministre de l'Assainissement et de l'Environnement ayant à ses côtés le ministre délégué auprès du ministre de l'Administration territoriale et des collectivités locales chargé de la décentralisation, David Sagara. Le ministre Tchemoko Sangaré a loué l'esprit de compréhension et surtout la discipline dont les organisateurs ont fait preuve. Il a par ailleurs promis de les rencontrer dans un mois pour tirer les conclusions de toutes les négociations. Une démarche qui rassure les responsables de l'Union. Ça nous rassure parce que déjà il y a eu des précédents. Hier tout près, on a rencontré le ministre délégué chargé de la décentralisation, on l'a reçu. Il nous a reçus ici, on a discuté. Et le ministre de logement nous a reçus. Il y a eu des échanges entre nous. Et vraiment, ils nous ont parlé le vrai langage. Et eux-mêmes, ils savent déjà là où il y a crise. Rappelons que les militants sont venus de plusieurs localités du pays pour prendre part à cette manifestation. Au terme de leur entrevue, une déclaration a été remise au ministre pour examen. Votre programme politique Notre Avenir, c'est l'intitulé d'un projet élaboré par l'Association pour la promotion des jeunes communicateurs en collaboration avec le Parlement national des enfants. Ce projet, qui sera financé à hauteur d'environ 5 millions de francs CFA, devra contribuer à améliorer les conditions des enfants. Tchemoko Konate nous donne plus de précisions. Pour l'épanouissement de l'enfant, le Mali a consenti d'énormes efforts à travers la ratification de nombreuses conventions relatives à la promotion des droits de cette couche. En dépit de ces efforts, nombreux sont encore les enfants de la rue, des victimes des travaux en milieu rural, de la mutilation génitale féminine, de l'inégalité des chances en matière de loisirs et j'en oublie volontiers. Pour atténuer de manière significative les difficultés que vivent les enfants, l'Association pour la promotion des jeunes et enfants communicateurs et le Parlement national des enfants se sont donné la main pour élaborer ce projet intitulé « Votre programme politique, notre avenir ».
Un projet qui s'articule autour de quelques axes majeurs. Les grands axes de ce projet, c'est d'abord la formulation des recommandations à travers l'organisation d'un forum national qui va regrouper tous les enfants venus des 8 régions du Mali et aussi du district de Bamako. Il s'agit de faire un véritable plaidoyer auprès des autorités pour la prise en compte des préoccupations des enfants au niveau des instances de décision. L'objectif général de ce projet est de contribuer au renforcement des mécanismes portant sur l'implication systématique des enfants maliens dans l'élaboration, la conception et la mise en œuvre des programmes concernant leur communauté et école. Cette démarche passe nécessairement par une large implication de votre groupe cible dans les prises de décisions non seulement vous concernant, mais aussi relatives à l'ensemble de la nation. Ce projet, dont le coût global s'élève à environ 5,6 millions de francs CFA, s'étend sur un an. Il devra aboutir à l'élaboration d'un document appelé Déclaration des enfants du Mali qui sera soumis au pouvoir public, aux chefs coutumiers et aux leaders religieux. Nous parlons des femmes maintenant. Sur les 147 députés qui siègent à l'Assemblée nationale, seulement 15 sont des femmes, un pourcentage que les femmes leaders des partis politiques veulent revoir à la hausse aux élections législatives à venir. Et c'est en tout cas l'objectif d'une conférence débat initiée par le cadre de concertation des femmes des partis politiques. Femmes leaders des partis politiques et élections 2012, c'est le thème de cette conférence. Les échanges sont axés sur le rôle et les droits de la femme, les stratégies à développer pour une plus grande représentativité des femmes au poste de décision. Le rapporteur du cadre de concertation des femmes des partis politiques précise les objectifs et le contexte de cette conférence. Kassambara Safiatou Diawara est au micro de Ramata Konati. On est dans le cadre du 8 mars. Le cadre de concertation des femmes des partis politiques ne peut pas rester en marge. Donc on s'est dit qu'on va faire une conférence débat sur femmes élections, défis, enjeux et perspectives par rapport au 8 mars, comme le thème national, c'est ça. Et quel est l'objectif de cette conférence? L'année 2012 étant une année d'élection, il faut profiter de cette journée pour inciter les femmes à avoir confiance en elles-mêmes, à se présenter aux élections qui vont venir. Comment faire des stratégies pour que les femmes puissent se présenter aux élections législatives à venir. Donc on va débattre, on va échanger entre nous femmes, voir qu'est-ce qu'il faut faire vraiment pour augmenter le taux, le nombre de femmes élues au niveau, que ce soit à l'Assemblée, que ce soit les autres élections qui arrivent. Activité politique avec en ligne de mire les élections d'avril 2012. Madani Tall est le candidat du parti Avenir et Développement du Mali. Il a été investi hier après-midi devant de nombreux journalistes, dont Daouda Sidiki Diara. Son compte rendu. Cette conférence de presse consacre l'investiture du candidat du parti Avenir et Développement du Mali à l'élection présidentielle d'avril 2012. Madani Tall a expliqué les motivations de sa candidature aux journalistes. Nous avons pour ambition de transformer le Mali, parce qu'à chaque génération, sa mission. Notre génération, je pense, aura pour mission non seulement de corriger les quelques erreurs, parce que l'erreur est humaine, qui ont été commises au cours de ces 20 dernières années. Notre génération aura également pour mission, au cours des prochaines années, à trouver une solution durable au problème de la rébellion dans le nord de notre pays. Au-delà de ce problème qui est un problème conjoncturel, il y a d'autres problèmes structurels qui plombent notre société. Le premier problème, a-t-on dit, était l'éducation. Et toute personne qui a une éducation souhaite avoir un emploi. Donc le deuxième grand front structurel auquel nous allons nous affronter sera celui de résorber le chômage endémique tant des jeunes. Nous aurons une attention particulière sur le développement de stratégies économiques innovantes qui nous permettront de générer des revenus pour l'économie malienne. L'ADM a décidé de placer cette investiture sous le signe de la paix, du développement et de la prospérité du peuple malien.
En 5e région, une mission du Bureau national du parti Union malienne du Rassemblement démocratique africain, UMRDA, Fasso Djiki, vient de séjourner à Douanza. La mission a participé à la conférence de section du parti tenue au conseil de cercle de Douanza. Il ressort des échanges que l'UMRDA Fasso Djiki se porte bien dans le cercle avec 21 élus et 14 sous-sections. Moustapha Doumbia. Au cours de cette conférence de section du parti Union malienne du Rassemblement démocratique africain Fasso Djiki, il a été question de la vie du parti dans le cercle de Douanza et des dispositions prises au niveau du bureau national du parti en vue des élections générales de 2012. Notre direction nationale a décidé, dans le cadre des élections présidentielles, de soutenir la candidature du camarade Ibrahim Boubacar Keïta. Nous avons choisi de le soutenir parce que son parti et nous partageons les mêmes valeurs politiques. C'est ce message que nous sommes venus transmettre à l'ensemble des populations de Douanza et singulièrement à nos militants. Le cadre de cette conférence de section est le mieux indiqué pour rappeler aux militants le parcours du parti. Occasion pour le président de l'UMRDA Fasso Djiki de rendre hommage à ceux qui ont défendu les couleurs du parti à Douanza. L'UMRDA Fasso Djiki, qui porte l'héritage du RDA, s'engage sur les sentiers qui ont été dégagés par nos dévanciers. Et nous sommes très fiers de porter cet héritage-là. C'est pour cela que quand nous venons à Douanza, nous sommes obligés de rendre hommage à tous les anciens qui ont porté le drapeau du parti ici, qui lui ont rendu ses lettres de noblesse et qui ont fait du RDA le parti de l'indépendance. Des échanges, il ressort que l'UMRDA Fasso Djiki se porte bien dans le cercle de Douanza avec 14 sous-sections et une vingtaine d'élus dont des maires et des conseillers communaux. Des acquis que la section UMRDA Fasso Djiki de Douanza entend renforcer. Nous avons renouvelé les sous-sections et la section est installée. Cela démontre que vraiment l'unification a été parfaite. Bon, c'est un grand honneur pour nous parce que dans la région de Mopti, c'est le premier cercle qu'ils ont visité. Nous sommes très honorés et très engagés pour le parti et nous comptons beaucoup travailler. La conférence de section de l'UMRDA Fasso Djiki de Douanza a permis aux membres de la section et aux délégués venus des différentes sous-sections de s'enquérir davantage des idéaux du parti à travers des questions-réponses. Autre sujet est toujours à Mopti, les activités du programme d'aménagement du delta intérieur du Niger PADIN se déroulent à la satisfaction des partenaires financiers. Le constat a été fait par l'ambassadeur du Royaume des Pays-Bas au Mali qui vient de visiter quelques réalisations effectuées dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme. L'ambassadeur des Pays-Bas en a profité pour faire la découverte des potentialités de la région de Mopti en matière de ressources naturelles, de biodiversité et d'écosystèmes. Après certains sites de la zone d'intervention du programme PADIN, il s'est rendu dans le bassin du Sourou. Yaya Bokomo. Voir de visu les réalisations d'une année d'activité du programme d'aménagement du delta intérieur du Niger PADIN et découvrir d'autres potentiels que regorge la région sont entre autres motifs de la présence de l'ambassadeur du Royaume des Pays-Bas au Mali, partenaire financier du programme en 5 régions. Selon le représentant de l'exécutif régional, la présente visite se situe aussi dans le cadre de la consolidation de l'amitié et du partenariat fécond entre le Mali et le Royaume des Pays-Bas. Spécifiquement en cette période que traverse notre pays, nous pouvons dire que c'est en ce moment que nous reconnaissons nos véritables amis. Dans la difficulté que nous traversons, accepter être avec nous sur le terrain, et pour nous c'est un signal très fort de soutien. Après la visite de quelques sites de réalisation du programme PADIN, à savoir des petits périmètres irrigués villageois, des périmètres maraîchers, des plaines aménagées ou en cours d'aménagement, des étangs piscicoles et des ouvrages, l'ambassadeur s'est dit très satisfait de tout ce qu'il a vu. Le plus important, c'est que c'est un programme basé sur beaucoup d'initiatives de les villageois que nous avons rencontrés. J'étais impressionné par les activités des populations et des villageois eux-mêmes. J'étais aussi impressionné par l'assistance très basale et très pratique de ces projets. Parlant du bassin du Sourou à Baye, cercle de Bankas,
l'ambassadeur envisage dans le futur un renforcement de la coopération. Un espoir en perspective pour le partenaire technique exécutant. Bien qu'il y a des défis encore à relever, mais ce qui est déjà mis en place est une bonne base pour espérer que la stratégie de mise en œuvre était bien réfléchie. À rappeler que le programme d'aménagement du delta intérieur du Niger PADIN est exécuté par CARE International au Mali et financé par le Royaume des Pays-Bas. Nous sommes toujours en 5e région où le ministre de la Culture a présidé le week-end dernier à Djenné la cérémonie de crépissage de la mosquée de la dite localité. Cet événement, qui est une tradition vieille de plus de 100 ans, était interrompu depuis 3 ans pour les travaux de réfection de la mosquée par le réseau Agakan. La cérémonie a regroupé à la mosquée de Djenné les autorités administratives, politiques et religieuses de la localité ainsi que les notabilités et une foule nombreuse. Nous signale Yacouba Maïga. Après 3 années de suspension pour des raisons de rénovation, le crépissage de la mosquée de Djenné reprend de la plus belle manière et dans la pure tradition djennénké. Cet événement traditionnel, vieux de plus de 100 ans, figure en première ligne des événements culturels majeurs célébrés à Djenné, la vieille cité historique et religieuse située au cœur du delta central du Niger. Djenné, comme vous le savez, est classé dans le patrimoine national du Mali, mais dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette construction en terre est unique au monde. Donc venir participer à cette cérémonie de crépissage, je pense que c'est un événement qu'il ne fallait pas rater. Très tôt le matin, bien avant le lever du soleil, les doyens des maçons donnent le ton. C'est ainsi que pendant plus de 4 heures d'horloge, les maçons s'attaquent aux différentes façades de la mosquée pour le crépissage. De l'autre côté, les jeunes garçons motivés transportent le banco et les filles apportent de l'eau. L'innovation cette année, c'est la rencontre entre les architectes du Mali et les maçons de Djenné à travers ce qu'ils ont appelé la veillée des architectes. Il s'agissait là d'échanger leurs expériences et de partager les connaissances sur les valeurs universelles et exceptionnelles qui caractérisent l'architecture soudanaise. L'architecture est une manifestation extraordinaire de notre culture. On ne peut pas la laisser, comment ça s'appelle, en second lieu. Pour nous, c'est une surprise. Il n'y a pas beaucoup de touristes ici maintenant parce que c'est un grand spectacle. Pour nous, la situation c'est très normale. Et il n'y a pas de problème avec la sécurité. Le ministre de la Culture a apporté au nom du président de la République et du gouvernement un appui d'1 350 000 francs CFA. L'événement s'est achevé par des prières pour le retour de la paix dans le nord de notre pays, la tenue d'élections apaisées et le renforcement de l'unité nationale. La 4e réunion du comité de pilotage du programme de coopération Mali-Luxembourg, zone sud, s'est ouverte à Ségou. Il s'agit d'évaluer les rapports d'avancement 2011 des différentes composantes et d'analyser les informations sur le programme afin d'améliorer sa mise en œuvre. De Ségou, le reportage de Brima Kone. Cette 4e réunion du comité de pilotage du programme indicatif de coopération 2007-2011 entre le Mali et le Luxembourg se veut un cadre d'échange et de prise de décision. Elle permet de valider le rapport des activités réalisées en 2011 et de planifier celles à réaliser en 2012. L'amélioration de la qualité des soins au niveau du premier contact de la pyramide sanitaire par la médicalisation de près de 38 aires de santé. Le programme indicatif de coopération est l'expression d'une convergence de vues pour renforcer la coopération bilatérale entre le Mali et le Luxembourg. Cela à travers la prise en compte de thématiques transversales susceptibles de contribuer au développement socio-économique du Mali. Et qu'il s'agisse de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'insertion socio-professionnelle, de la santé de base, de l'hydraulique, de l'assainissement, de l'hygiène, de la sécurité alimentaire et de la bonne gouvernance, ainsi que de la promotion d'une culture de paix, tous ces secteurs sont au cœur des politiques de développement socio-économique du Mali. Cette session du Comité national de pilotage m'offre l'occasion de magnifier une fois de plus la qualité de la coopération bilatérale Mali-Luxembourg
pour son appui multisectoriel visant l'autopromotion d'une laboureuse population. Cette réunion de 2 jours devra permettre d'améliorer la mise en œuvre du programme et d'atteindre les résultats souhaités. Nous restons à Ségou pour parler de l'Assemblée constitutive de la coalition malienne pour la diversité culturelle à Ségou. Cette rencontre de 2 jours a permis d'échanger sur la convention et la promotion culturelle. Les acteurs de la diversité culturelle ont mis en place une coordination régionale, acte 7, dirigée par Amadou Touré. De Ségou, les précisions avec Fousséni Samaki. Poèmes, récitations, sketchs sur l'importance de la lecture sont entre autres temps forts du lancement de cette semaine de la lecture organisée par l'Association pour la lecture, l'éducation et le développement en partenariat avec le Centre d'animation pédagogique des Sangs. Cette semaine permettra non seulement de promouvoir le goût et le plaisir de la lecture chez les enfants, mais aussi et surtout de développer leurs facultés d'apprentissage sans contrainte. Cette situation alarmante nous interpelle en tant que parents, administrateurs ou membres de la société civile. Nous devons faire en sorte que la lecture fasse partie du quotidien de nos enfants à l'école, à la maison et partout ailleurs, afin de leur permettre de s'épanouir, de faire des découvertes et de développer leurs facultés d'apprentissage, et tout cela sans aucune contrainte. En visitant les centres d'exposition des livres de certaines librairies de Sang et de Bamako, les autorités scolaires de Sang ont demandé une implication de tous pour que les jeunes profitent au maximum de cette opportunité. Cette semaine de lecture permettra aux élèves de se doter de compétences sûres pour surmonter la médiocrité et aller vers l'excellence. J'invite les uns et les autres à profiter au maximum de cette opportunité pour vaincre l'illettrisme. Rappelons que depuis une décennie, l'Association pour la lecture, l'éducation et le développement, en partenariat avec le Centre d'animation pédagogique des Sangs, qui compte aujourd'hui plus de 72 000 élèves, organise cette semaine de la lecture qui est un moyen essentiel pour la réussite du système éducatif malien. Vous l'avez compris, c'était la région de Ségou, mais c'était la semaine de la lecture à Sang, où l'implication de tous les jeunes est vivement souhaitée pour sa réussite. Et c'était un reportage de Fousséni Samaki. Les concessions, c'est la nouvelle série télévisée produite par le Centre national de la cinématographie du Mali. Elle sera bientôt diffusée sur les antennes de l'ORTM. L'information a été donnée par les administrateurs de la première session du conseil d'administration du CNCM au titre de l'année 2012. Cette année, la structure envisage le tournage d'un long métrage intitulé Rapt à Bamako. Le budget 2011 du CNCM, qui s'élevait à plus de 612 millions de francs CFA, a été exécuté à plus de 99%. Mohamed Diarra. La politique de conservation des archives du Centre national de la cinématographie du Mali s'est beaucoup améliorée. La structure vient de recevoir 2 machines ultra performantes qui permettent de conserver l'humidité dans la salle d'archivage. Ce dynamisme a été salué par les administrateurs de la première session du conseil d'administration du CNCM. L'année 2011 a été marquée au CNCM par la production du film Toile d'araignée du cinéaste Ibrahima Touré. Le tournage de la série télévisée Les Concessions est également terminé. Une série de 52 épisodes. Cette série sera présente sur les antennes de l'ORTM pendant toute l'année. Vous savez que c'est une prouesse qu'on a eu à faire parce que 52 épisodes, ce n'est pas de la mer à boire. En 2012, nous sommes en train de préparer un nouveau long métrage qui a pour titre Rapt à Bamako. Nous pensons que ce film sera prêt pour le prochain FESPACO. L'année 2012 permettra de donner un nouveau souffle à la semaine nationale du film africain de Bamako. Cette activité à vocation sous-régionale vise la mise en place du marché africain de l'image et du son. La CENAFAB n'est pas morte. Le maïs, évidemment, on est en train de prendre des contacts. Parce que ce qu'on souhaiterait, c'est réellement que notre pays soit une vitrine, que ce soit un marché de l'image et du son. Ça n'existe pas. Nous avons proposé à nos partenaires. Ils sont prêts à nous accompagner. Nous pensons que cette année, nous allons faire cette activité-là. En 2012, la politique de réhabilitation des infrastructures cinématographiques va se poursuivre. Je puis vous assurer, en tout cas, que le projet de fonds cinématographique suit son cours et promet. La volonté de réhabilitation des anciennes infrastructures avance et est prometteuse. Après le Merouba à Ségou, les propositions d'un opérateur économique malien intéressé par la salle El Hilal à Bamako et la salle de cinéma de Mopti sont à l'étude.
Au Centre national de la cinématographie du Mali, l'on accorde moins d'importance aux ressources financières. Ce qui est important, c'est l'engagement et l'esprit de créativité des agents. La deuxième édition du festival Kalankadi a pris fin hier par une exposition photo à la médiathèque de Médina Croix intitulée Esprit de la paix. Cette collection de dessins invite les visiteurs à réfléchir sur les conséquences de la guerre, la misère et le désespoir inévitables en temps de conflit. Dessinateurs et illustrateurs maliens n'ont pas cherché loin leurs sources d'inspiration. Ils se sont servis du cas de leur pays pour interpeller les uns et les autres au dialogue et à l'écoute pour résoudre les différends. Abouakar Maïga est allé voir. C'est un important message que les artistes maliens viennent de lancer au cours de ces derniers jours du Festival international de littérature de jeunesse. Une dizaine de dessinateurs présentent une collection portant exclusivement sur la paix. Crayon sur papier, chaque artiste a tenté d'exhorter à sa manière les uns et les autres à s'aimer et à s'écouter pour faire face à leurs vrais ennemis qui sont les maladies, la famine et le sous-développement. Là, je fais l'arme de paix. Les larmes qui sont déjà coulées ne doivent plus se reproduire. Ceux qui ont déjà pleuré ne doivent plus pleurer. Maintenant, on doit arrêter la guerre et faire la paix. Vivement, nous souhaitons que cette exposition soit une exposition qui puisse appeler notre sens de la paix et appeler Allah également afin qu'il mette dans notre cœur une bonne dose de paix et d'acceptation de soi, de renoncement de soi, de penser au bonheur de l'ensemble des Maliens. Ça montre que les artistes n'évoluent pas en dehors de la société. Et ils ont le souci d'avoir une société unie, une société harmonieuse, dans un pays harmonieux et dans un pays en paix. Cette deuxième édition du festival Kalankadi a été marquée par des conférences et des expositions de livres traitant aussi du thème de la paix. Les tableaux resteront épinglés à l'intérieur de la médiathèque de Médina Croix jusqu'au 12 avril prochain. Sport football au compte de la 14e journée du championnat national Ligue 1. Le Nianan de Koulikoro s'est incliné 2-3 devant la Jeanne d'Arc de Bamako. C'était hier au stade Omnisport Modibo Keïta. Le compte rendu avec Assa Soumari. La Jeanne d'Arc de Bamako en blanc vient de conforter sa position de 3e place en battant le Nianan de Koulikoro 3-2. Pourtant, ce sont les joueurs du Nianan qui ouvrent le score à la 8e minute par Madou Dambélé. Comme paralysés par ce but, les garçons de la Jeanne d'Arc mettent du temps à prendre la température. Il faut attendre la 43e minute pour voir la GIA égalisée par Bougadari Fomba sur penalty suite à une main de Ibrahim Sako. Un but partout à la pause. 2 minutes après les vestiaires, les Blancs de la Jeanne d'Arc par Prima Balo ratent son cuir. Mais à la 50e minute, Amadou Karambe sera fauché dans les 18 mètres et l'arbitre Mahamadou Keïta n'hésite pas à donner un autre penalty. C'est encore Bougadari Fomba qui se charge de l'exécuter. 2-1 pour la GIA. 60e minute, suite à un bon centre, Ibrahim Sako de la tête égalise. 2 buts partout. À la 75e minute, Amadou Karambe de la GIA sort pour cause de blessure grave, fracture de la cheville. À 10-11, la GIA va marquer un 3e but à la 82e minute, signé Moussa Diop. Score final 3-2 pour la GIA. L'équipe du Niana a manqué de chance. Nous avions le match en main. Bon, si une équipe parvient à marquer le premier et encaisse 2 buts sur pénalty coup sur coup, ça joue sûrement sur la conscience des uns et des autres. Sûrement ça a touché beaucoup les jeunes et nous avons tout fait pour les remonter, mais bon, et le match aussi c'est comme ça le football. Un match disputé de part et d'autre. Pendant les matchs, l'équipe adverse a bien joué. Il nous a surpris, surtout le premier but. Donc il fallait revenir. Surtout on a eu 2 pénaltys. Donc ce qui veut dire que le match n'a pas été facile. 2 pénaltys, on a eu ça. Ensuite revenir en mettant 3-2. Vraiment, l'équipe adverse, je les félicite, ils ont bien joué. Cette victoire permet à la Jeanne d'Arc de prendre la 3e place avec 26 points.
Et c'est cette page sport qui referme ce journal. Demain 10h-13h, retrouvez Ndei Sissoko. Je serai là pour vous présenter les éditions du soir. Merci. Bonne suite de programme sur l'ORTM. Bonsoir et à demain.